en direct de l'Adversaire, Pub Ludique à Montréal. Oui! Hey, c'est un autre podcast qui commence. Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Oh là Écoute, là, un bon réalisateur oui. cette semaine. Encore une fois. Mais c'est des bons, mais... Ouais, ben peut-être qu'à un moment donné, peut-être l'épisode 98, on va prendre ceux qu'on déteste, là. Il y en a qui sont reconnus pour être vraiment mauvais, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle de faire ça un moment donné. Non, mais on parle de Danny Boyle. Yes. Que, oui, j'aime. Mais il n'y a pas une fiche parfaite. Non. Particulièrement des gaps assez grands entre ces très bons films reconnus par la critique, aimés dans la culture populaire, parce qu'il y a une marque qui a marqué son temps quand même, mais aussi des films oubliés. Et il y a une raison à ça. Tu les écoutes, tu fais, je comprends que ça n'a pas levé. Quelqu'un qui se promène de style en style, donc c'est comme une espèce de bébite un peu. C'est une méchante bébite, Danny Boyle. Moi, j'ai vu le premier film que j'ai vu de lui, j'essaie de repenser. C'est quoi le premier que j'ai vu? Je suis sûr que c'est The Beach, en 2000. J'avais 15 ans, j'avais vu Titanic, puis là, DiCaprio. Puis je suis pas mal sûr que c'est le premier là, que j'ai vu. Je pense pas avoir vu Trainspotting avant. Ouais. Moi, je pense que c'est 28 Days Later. Ouais, c'est ça. Après... J'étais dans l'adolescence. Fait que c'était un film d'horreur. On s'en reparlera, mais tu sais, des zombies. Là, fait que sûrement que j'ai écouté ça en gang dans le sous-sol de chez quelqu'un quelque part. Là. Mais c'est un gars il y a des flops. Même lui, je ne peut pas s'en cacher. Là. J'ai vu un truc avec lui, là, genre de masterclass, entrevue, machin. Puis il repassait un peu les films. Okay. C'était pas aussi intéressant que je pensais que ça allait être. Là. C'est parce qu'il passait vite, puis c'était comme pas tant. C'était plus comme, t'as fait ça. Ouais, c'était ça. OK. J'aurais aimé savoir des anecdotes, des infos, en tout cas. Mais quand il est arrivé. Ouais, c'est ça. On aurait posé des questions, mais quand il est arrivé, mettons, Life Less Than Ordinary, il a fait comme, ça a flopé. Hein? Ben, il dit, je sais pas pourquoi. Moi, je l'aime, mon film, mais en tout cas. Puis il a changé de sujet. Puis je me mais j'aurais aimé ça comme creuse un peu, tu sais, en tout cas. Mais je pense qu'il aime j'espère qu'ils aiment ces films, mais je veux dire, je pense pas qu'ils voient ça comme des flops des fois. Non. Un film comme Yesterday m'a pas tellement marqué, alors que c'est super coloré. On parle d'un film de 2019 là, qui parle de les Beatles et tout, la musique. Donc, c'est sûr que c'est allé chercher un public. Là, c'est une comédie romantique. Fait que c'est sûr qu'il il doit y avoir plein de monde qui trippe sur ce film-là. Il y en a autant qui le détestent pour des mêmes raisons, peut-être. Là. Ouais, c'est ça qu'on va voir. Mais c'est ça. Moi, c'est surtout le fait qu'il se promène de style en style. Bon, il y en a qui ont fait ça dans leur carrière, mais lui, c'est quand même surprenant d'avoir fait. Puis là, je fais une petite énumération rapide. Mais tu sais, il va faire une comédie noire, de l'horreur post-apocalyptique, une biopic, la science-fiction, comédie romantique, film familial. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il est guidé juste par le scénario. Ça m'allume, je le fais, peu importe c'est quoi, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, j'essaie d'écouter des entrevues, puis il est un peu évasif là-dessus. Je pense que c'est vraiment, il se laisse guider par les choix qu'il a. Puis d'ailleurs, c'était dans le temps qu'il sortait Trends. Puis quelqu'un lui a demandé c'est quoi tes prochains projets. Puis il n'y a pas dit de titre. Il dit on travaille là-dessus, c'est scénario, fait que c'est pas encore clair. Mais il parlait de films d'époque, des period pieces. Mais OK, ça c'est en 2013. Il a 30, dit ça. Là, c'est ça. Fait que c'est jamais arrivé. Encore, mais probablement qu'il y a quelque chose qui se trame, là, de film d'époque. Il n'a pas fait de western non plus. Non, c'est ça. Pourquoi pas? Mais il a failli faire James Bond. Il a failli le faire, c'est vrai. Il était attaché longtemps, puis c'est vraiment à la fin que ça a planté parce que... Il n'avait pas commencé le tournage. Non, c'était au scénario, mais c'est parce que la famille... La famille Brocoli, sûrement. Oui, c'est ça. Les producteurs, toute l'équipe qui avait ça, ils ont vraiment pas aimé la direction de l'histoire. Puis lui, il était comme, c'est la seule que je veux faire avec James Bond. Fait que... Ouais. Mais on sait pas, tu sais, ça n'a pas sorti. Fait que je pense pas... Puis c'est le genre qui a pas l'air c'est ça, c'est comme ça n'a pas marché, c'est correct. Mais la seule affaire, c'est qu'on peut pas jamais y blâmer qu'ils essayent tout le temps quelque chose de différent. Ça, c'est vrai. Il y en a tellement à qui on pourrait reprocher ça. Tu sais, des fois, tu te dis, là, ça fait 6 fois que tu me fais le même film. Ouais, c'est ça. Lui, non, il va vraiment ailleurs. Puis ce qu'il disait justement dans ce masterclass-là, c'était qu'il tripait sur le fait de... Il dit, c'est comme, il faut que je recherche ce genre-là à chaque fois. Quand il est arrivé à Sunshine, science-fiction, lui, il a toujours trippé. Il y avait tant cette idée-là, mais c'est ça, c'est de dire, il disait, c'est le fun parce que là, il faut que je recherche sur la science-fiction, puis je me mets à écouter des films, puis je me fais à réfléchir sur ce monde-là.
film de drogue, le film de tata, puis ça lui permettait, il disait à chaque fois, je recherche là-dessus, puis je pense que c'est ça son plaisir. C'est comme s'il revivait son premier film, dans un sens. C'est ça. Fait que c'est tout le temps nouveau. Là. T'es pas sur des rails, t'as pas comme le pilote automatique qui embarque, là, ou des réflexes, des vieux réflexes. T'es obligé de t'adapter. Ouais, ça, c'est intéressant. Puis, je sais pas si c'est lequel son film préféré ou celui qui était un peu un déclencheur, il en a souvent parlé. Apocalypse Now. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais... Ça aussi, c'est intéressant. Il n'a pas fait de film de guerre, mais en tout cas, ça se retrouve un peu dans sa filmographie aussi. Ouais, ben là, j'ai envie d'aller là tout de suite. Mais moi, je me suis retapé The Beach. Je me suis pas tout retapé, mais The Beach, je pense que je ne l'ai pas vu depuis 2000. Je l'ai jamais réécouté. Là, puis en l'écoutant, tu sais, le bout que DiCaprio. Ben là, on rentre là-dedans, là, mais on y va-tu ou on y va dans l'ordre? On vient dans l'ordre, mais je suis en train de tout fucker le plan. Ça va pas bien. Alors, c'est dans l'ordre parce que je me lance. Là, c'est ça. On repart. J'ai rien dit. Il a commencé. T'as rien dit. Il a commencé sa carrière avec Shallow Grave en 1994. Sa carrière cinéma. Oui. Parce qu'il travaillait pour la BBC avant. C'est vrai, il a fait beaucoup de télé, lui. De télé, des émissions, il est allé travailler en Irlande du Nord. Ouais, c'est ça. Puis, Mais il a fait ces classes-là qu'il a dit, il a appris le métier là-bas. Il avait comme Parce que son but, c'était plus d'être producteur. C'était pas tant d'être réalisateur à la base. Il y avait un intérêt, mais je pense que c'était pour sauver des sous. Regarde, t'as un salaire de moins, moi le réaliser le film. Ouais, c'est ça. C'est quand même curieux qu'une carrière, quand même prolifique, là, on va se le dire. Là, c'est plusieurs films, puis connu, a commencé comme ça. Il y en a d'autres que c'est à l'âge de 8 ans, puis qui ont fait des études pour ça. Mais tu sais qu'est-ce qu'il voulait être pendant longtemps? Il voulait être curé. Ouais. Mais ça devait être une pression familiale encore, là, je peux pas croire. Ça n'a pas l'air. Il en parlait dans le masterclass. Puis c'est comme, non, je m'en allais là-dedans. Puis... Mais la religion est quand même pas étrangère à son cinéma aussi. Non, là. c'est ça. Mais il tombé à BBC. Mais Shallow Graves, c'est là, ça prend un peu de temps. Moi, je l'avais jamais vu. J'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, je trouve que ça a bien vieilli, contrairement à d'autres films qu'il a fait après. Curieusement, qui des fois que j'ai revu, un peu moins. Lui, peut-être c'est la simplicité de tout ça, mais tu avais aussi la frénésie du premier film. Il a toujours été assez dynamique. Il est très vidéoclip. Je pense pas qu'il en a fait vraiment. Il y en a fait je pense pas. C'est pas comme Fincher ou d'autres, mais, mais tu retrouves l'effet vidéoclip, puis principalement dans Trainspotting, mais déjà, là, Shallow Grave, ça commence, puis c'est comme, tu sais, une caméra, comme si la caméra était posée sur le devant d'un char, tu sais, super rapide, des cotes. C'est ultra dynamique, tu sais. Et c'est un... puis je vais pas m'éterniser, c'est quand même méconnu, puis toi-même, tu l'as pas vu, mais c'est quand même un scénario des frères Coen, on dirait. Puis lui-même, il l'a avoué, là, tu sais. Justement, non, mais j'allais là parce que quand il y a eu la rencontre, je pense que c'est fait proposer ça. Quelqu'un comme ça, on cherche un réal, puis il l'a lu, puis il a fait... Là, il sait quoi, vous voulez faire un rip-off de Blood Simple. Ouais, c'est ça. Puis ça a l'air, le scénariste, ça fait qu'il y a... Ouais. Mais il l'a mis à sa main, là, j'imagine, parce qu'il il est pas comme évident. les Coen là, dans la réalisation. C'est trois colocs qui trouvent de l'argent, beaucoup, là, des millions là, ou des milliers. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Évidemment, il y a une dispute, il y en a qui veulent la garder, d'autres veulent la remettre, c'est pas à nous. Puis évidemment, ça va aller trop loin, ça va tomber dans la criminalité, veut pas, trahison. Classique Coen, comme on a parlé dans le dernier épisode. Donc, j'ai été super diverti. Puis déjà là, tu vois, tu sais, il est pas loin de Trainspotting, c'est pas les mêmes thèmes, mais dans sa caméra, sa réalisation, tu vois, il y a déjà des flashs. C'est sûr que Trainspotting, puis là, on peut embarquer tout de suite, 2 ans après, 96, c'est ça. Que là, on dirait que... Je pense que c'est le fait qu'il était juste vraiment confiant, parce que Shallow Grave, ça a été le film qui a le plus marché cette année-là en Angleterre. Vraiment moins aux États-Unis, puis c'est peut-être pour ça que nous, au Canada, en tout cas, puis on est plus jeunes aussi. C'est le premier film de McGregor, Ewan McGregor. Ouais. Les deux ont commencé ensemble, puis t'as pas connu, fait qu'il n'y a pas le star power. Il y a pas puis aux États-Unis, on s'entend que ça prend des noms pour attirer. Là. La pub était pas là, mais avec Shallow Grave, il a reçu aussi des mentions, tu sais, je sais pas si c'est la BAFTA, mais comme le plus prometteur réalisateur, puis peut-être des prix sur le film en tant que tel aussi. Fait que je pense qu'il était comme juste vraiment sur une lancée. Let's go. Fait qu'il a ouvert la machine, puis ça a donné un chef-d'œuvre, on va se le dire. Trainspotting, moi, je l'ai vu beaucoup trop jeune. Je comprenais, mais j'étais peut-être pas au point de l'apprécier. Je devais avoir
en 18-20 ans, tu sais. Fait que oui, j'ai trouvé ça intéressant, mais là, de mes yeux d'aujourd'hui, ça a été comme, OK, ouais, ça, c'est un de mes films préférés, je pense. Ouais, ça vieillit bien. Il y a des couches là-dessus. C'est pour ça, c'est au même titre qu'on n'arrêtait pas de dire depuis le début qu'il changeait il change de style. Mais il reste que Danny Boyle, c'est Danny Boyle avec une caméra. On dirait que tu le reconnais par ses... Ouais. Beaucoup de mouvements. Et je vais revenir parce que ça me revient. Maintenant, on a parlé que c'est Apocalypse Now, il a traité dessus, mais la raison pourquoi il disait, c'est que c'est comme il dit, c'est comme cru, c'est pas parfait, mais c'est comme du mouvement, une crise, du mouvement, une crise, du mouvement, une crise. Il y a tout le temps une machine. Mais t'es engagé dans. Ouais, c'est comme t'engages le spectateur avec ton film. Il peut pas être passif. Tu rappelles tout le temps qu'il est dans un œuvre cinématographique. Ouais. Lui, il utilise le split screen, la narration. Ils utilisent tous les trucs qu'on a appris, là, le premier cours au cégep. Là. Ouais. C'est tout là. Ils sont tous là. Mais oui, puis je veux dire, quelle intro de film, c'est dans les. Oui. De partir. Il fait souvent ça, en fait. Puis ça revient. Ces scènes, souvent, vont commencer, puis l'action est déjà commencée. Il n'y a pas de. T'es dans une narration, souvent. Oui, c'est ça. Fait que là, le film part, la caméra est déjà en mouvement avec quelqu'un qui court. La narration part, là, t'es comme, oh. La musique aussi. La musique, là, puis ouais, c'est aussi beaucoup de musique électro. J'écoute du Iggy Pop depuis 2 semaines. Ouais, c'est ça, mais tu sais, grosso modo, il met souvent de l'électro, mais là, c'est ça part. Le punk rock. Punk rock, là, parce que c'est ça. Mais c'est ça, ça part clac. Puis un monologue en voix off qui est rapide, là, que tu te fais marteler tout ça d'un coup, faut que tu assimiles. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, veux pas, à l'époque, il avait été brandé comme le Pulp Fiction britannique. Je comprends pourquoi, mais... Un peu déconstruit pour autant, là, mais... Déconstruit, l'espèce de côté très flash, très rapide, mais Danny Boyle, lui, est vraiment pas dans la violence. Puis c'est vraiment pas le même genre de mouvement. T'sais. Tarantino, il est pas mal plus assis, plus dialogue. Là. Danny Boyle, il pousse la machine vers l'avant tout le temps. C'est un hyper actif. Là, ah ouais. Puis quand tu le vois en entrevue, il est super calme, il est super comme bien posé. Puis là, c'est fait comme... Tandis que Tarantino, c'est l'inverse. Ben, tu comprends pourquoi c'est verbeux. Là. Tarantino, il parle sans arrêt dans la vie. Mais c'est ça, c'est comme... Il nous fait vivre quelque chose, puis... encore, là, je suis fatigué avec l'espèce de masterclass, mais lui, il dit, tu sais, c'est une forme d'art qui est tellement folle parce que il y a comme un contrat avec le spectateur. Le spectateur, il paye un billet, il se déplace, il s'assoit puis il dit, je te donne 2 heures de mon temps. Je ferai rien, je parle pas, je suis dans le noir, puis je suis là. Fait que lui, on dirait qu'il est comme, OK, il est là, il veut... je le perde. Tu sais, il y a un côté, c'est ça, tu sais, le côté pop, le côté... ça peut plaire aux gens parce que tu sens que c'est pas qu'il veut faire un blockbuster à tout prix, mais il veut OK, vous êtes là, je vous en donne, je vais vous garder l'émotion, puis je pète ça partout. Puis dans Trainspotting, ben c'est ça là. Je pense que ça frappait un peu à cette époque-là, mais tu sais, c'était aussi dans genre, ça commençait le mi-90, les plus vidéoclips très flash. C'est toute une génération de réalisateurs qui arrivaient. Là. Ouais, c'est ça. C'est aussi des personnages forts auxquels on s'attache. Puis on peut déjà parler du 2, parce qu'ils vont ensemble, ces films-là, même s'il y a plusieurs années qui les séparent. 20 ans. Ouais. C'est 20 ans dans l'histoire, mais c'est en 21 ans. Il y a eu de la misère, là. À le timer, là. C'est parce que là, t'avais, tu sais, je dis, Ewan McGregor et toute cette gang-là, ils ont des carrières. C'était de timer tout ça. Puis il y avait une chicane, hein? Ben oui. Je savais même pas, moi. Moi non plus. Je l'ai appris, mais il y avait une chicane. Ewan McGregor, Danny Boyle, ils ne sont pas parlé depuis 2000, après fin 90. À cause de Beach. Ouais. Parce que Ewan McGregor, il comprenait pas. Il avait fait tous les films de Danny Boyle, puis c'est la première fois qu'il l'appelait pas, puis il a été fâché. Puis... moi, je pense que c'est l'inverse. C'est Ewan McGregor qui a refusé. C'est pas ça? Non. Ah non? Ben non, je les ai vus en entrevue. Okay, il a dit que Ewan, il dit, je comprenais pas, là, c'était DiCaprio, puis il était fâché. Ah, c'est sûr, au Graham Norton Show? Là? Ouais, ils se sont comme réconciliés. Là. C'est ça. Mais, le 2, moi, j'ai vraiment eu du fun. Moi, c'est peut-être parce que je m'attendais à rien, parce que, il me semble que j'en ai pas full entendu parler. Ça fait déjà 3 ans, bientôt 4 ans que c'est sorti.
ça a passé sous le radar de bien du monde. Fait que j'avais pas trop d'attente. Mais là, j'ai réécouté le 1. Ouais. Puis là, j'étais craqué. Je voulais voir le 2. C'est sûr, mes attentes ont peut-être levé, mais en une courte espace de temps. Ouais. J'ai pas eu le temps de trop m'en faire. Puis pour vrai, ça m'a vraiment séduit parce que t'as l'énergie qui est là sans reproduire la même affaire. Ouais, mais l'affaire aussi, c'est que tout le côté nostalgie est comme méta dans l'histoire. Tu sais, c'est comme l'histoire est un truc sur la nostalgie. Ouais. Parce qu'il y a ça, puis tu sais, c'était la meilleure façon, je pense, de faire la suite, parce que tu sais, c'est le genre de film qui marque, tu sais, des Pulp Fiction, des Transporting, tout ça, puis là, tu dis, OK, on veut revoir, parce qu'on a tellement aimé, puis tu es 20 ans plus tard, mais tu ne peux qu'être déçu normalement. Puis pour vrai, je dirais ça, moi aussi. Ils ont fait attention, justement, en mettant dans l'histoire le côté la nostalgie est dans l'histoire. Ouais. Parce que ça reste quand même motivé. Ah, mais t'as 4 amis qui ne sont pas vus depuis 20 ans, qui se retrouvent. Il y a plein de possibilités. Là, plein de possibilités. Il y a des non-dits, des trucs enfouis entre eux, puis ça ressort. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. Le premier, il finit quand même sur justement une rupture du quatuor. Ouais. Fait que la porte était là. Tu sais, je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, mais il y avait eu beaucoup de critiques sur le fait qu'il glorifiait la drogue. La drogue parce que c'était pas assez clair que c'était pas cool, tu sais. Moi, je trouve ça clair. Me semble que c'est clair, tu sais. C'est parce que là, je sais pas à quel point il faut le buzz n'est pas l'air le fun. C'est pas comme s'il hallucine des affaires cool. Il rentre dans la toilette pour aller chercher la drogue. Ewan McGregor sur son lit. Là, la scène du bébé reste un classique du cinéma, là, mais comme un bébé qui marche au plafond, style film d'horreur. C'est comme... ça frôle l'horreur entre guillemets. Puis même dès le départ, là, après l'intro rapide, là, très rapidement, ils s'en vont tous prendre l'héroïne. Je sais pas, je me rappelle plus chez qui, là, mais très rapidement, tu sais, parce que oui, c'est cool, tu sais, puis ça, c'est très Danny Boyle, mettre des couleurs partout, du vert, du rouge, puis des lumières. Toute la scène est rouge. Là, c'est hot, mais déjà là, tu sais, c'est que c'est pas surligné, c'est pas comme yo, c'est pas cool, mais t'as tous eux autres en train de se piquer, puis dans la pièce à côté, ben t'as un bébé qui est laissé à lui-même. Ah oui, c'est ça. Tu fais comme, c'est pas cool. C'est juste qu'il y a une musique cool, puis des affaires, puis tu fais comme, mais semble c'est clair, là, en tout cas. Mais moi, le Rent de Renton. Mark Renton, mais quand moi, des fois, je l'écoute juste pour me faire plaisir. Là. Ouais, ce qu'ils au début, là? Ben non, mais oui, mais le bout quand il se fâche sur l'Écosse, là. OK. It's fucking shite being Scottish, the lowest of the low. Parce que ça, c'était tellement marqué dans l'époque. Puis ça qui était le fun aussi, c'est qu'ils ont, dans le 2, ils ont repoussé aussi toutes ces réflexions-là sur la vie, la job. Tu sais, tu vois que là, ça avait marqué, il y a le 20 ans, mais c'est encore anticapitaliste, anti-conformiste. C'était toute cette époque-là, tu sais. Puis qu'il y a d'autres réalisateurs, tu sais, comme ça peut faire écho à de ce qu'on entendait dans Fight Club, là, tu sais, des espèces de c'est vrai. Fuck tout. Ben, tu sais, c'est un peu aussi, il y a beaucoup, il y en a qui tiraient des parallèles, puis avec raison, mais avec Clockwork Orange aussi. Ouais. Fait que, puis tu sais, on est 25 ans plus tard, c'est juste une autre génération vue autrement, mais pas avec les mêmes termes. On est moins dans la violence, on est plus dans la drogue, mais la scène du tapis. Il est imaginatif au bout de la scène. C'est imaginatif, c'est osé, là. Je veux dire, quand il rentre dans le sol, ça va. Mais après ça, il y a sa civière, mais c'est quand même un split screen. Ouais. C'est pas esthétique tant que ça. C'est juste que ça fonctionne. Puis, je sais pas, il y a eu du guts de le faire quand même. Mais c'est ça. Puis, mais tu sais, faut pas oublier aussi, Danny Boyle a fait du théâtre aussi. Fait de la mise en scène du théâtre. Il y a quelque chose de très théâtral aussi. Des fois, tu sais, il comprend le médium du cinéma en jouant avec le temps, le rapide, lent. Mais tout ça, ces affaires-là, ça fait très théâtral. Tu sais, le côté, il tombe dans le tapis qui rentre dans le sol. La toilette. Mais il aime ça, je vois que le surréel, c'est vraiment en parfaite cohésion avec l'histoire, là, souvent. Là, ça fonctionne. Et mentionner aussi, c'est quand même le même scénariste pour ses 2 premiers films, et même plusieurs films, John Hodge. Ouais, le 3e, je pense que c'était lui aussi. 3e aussi, qu'on va moins parler. Le film dont on ne nommera pas. A Life Less Ordinary. C'est beau, on en a parlé. Moi, je voulais juste mentionner, on a dit Shallow Grave, ça ressemblait à Blonde Sepal.
Ouais. Mais celui-là, c'est comme si c'était Raising Arizona complètement raté. Ouais, c'est ça. Très. Le désert, l'espèce. Très coloré. Ouais, mais les personnages on parle de kidnapping, mais c'est tellement brouillon. Ouais. Même moi, je comprenais pas. On dirait qu'il y a 3-4 idées ensemble. Mais ça, c'était quelle année? Attends, excuse-moi. Là, on va à la fin des années 90. Non, c'est l'année d'après Trainspotting, c'est 97. 97. Parce que moi, je l'ai vu, mais je pense que c'est dans ces années-là, 97, 98, en DVD. Puis c'était comme... C'est flou, c'est très flou dans ma tête, mais j'avais pas totalement détesté, mais j'avais 13 ans. Oui, c'est ça. Mais j'avais pas tant aimé, j'ai comme pas de souvenirs, c'est comme OK. Ouais. Mais bref. Sinon, The Beach, là, on avait déjà, tu nous avais titillé un peu. En 2000, là, il arrive avec Leonardo DiCaprio. Fraîchement sorti de Titanic. C'est ça, là. Ça l'a aidé, j'imagine, à la promotion de son film World Wild. Ça l'a aidé, puis ça l'a nuit. Ah ouais, peut-être. Un peu. Tu penses? Le bouche-oreille n'a pas été super. Mais c'est vrai que je regardais les critiques Metascore, que je regarde souvent. C'est très bas. Ouais, c'est bas. Moi, je l'ai aimé, là, mais... Ouais, non, mais je pense overall, puis avec le temps, il est mieux vu. Peut-être. À l'époque, je m'en rappelle de l'écho parce que, tu sais, il y avait beaucoup d'attention sur DiCaprio, tu sais, le post-Titanic. Moi, je me rappelle l'avoir vu à l'époque, mais pas au cinéma. Je l'ai vu sûrement quand c'est sorti après en location. Mais... Je me rappelle, c'est parce que la promo était très DiCaprio sur une plage en chess. Film d'amour, c'était pas clair. L'annonce était pas claire. Ouais. Mais ils ont axé là-dessus. Même le poster à la limite. Ouais, c'est ça. Mais parce que le film veut être pas qu'il veut être. C'est le but du film, c'est qu'il y a quelque chose de très carte postale au début qui s'assombrit. Ouais, mais c'était pas tant clair dans l'annonce, dans mon souvenir. Puis je pense que c'est ça qui n'a pas aidé aux attentes. Déjà que c'est le film après Titanic. Fait que là, t'avais comme tous les fans de DiCaprio et ça avait pas... Tu sais, ils n'étaient pas prêts à ce film-là. Non, ouais. Fait que, tu sais, il y a une crowd qui n'a pas suivi, qui en a parlé négativement. Tu sais, il y a comme... C'est ça. Mais le film, moi, je le trouve fucking malade. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Ouais, pour vrai. Ouais. Puis là, c'est la première collaboration avec Alex Garland. Ouais. Que là, on a appris à connaître aussi comme réalisateur. Mais là, tu vois, OK, tu commences à catcher un peu son univers. C'est tiré d'un roman qu'il a écrit. C'est vraiment un film d'aventure, mais on tombe dans une réelle tension par la suite qui est vraiment réussi. Ben, c'est très Alex Garland là, d'une prémisse qui va s'effondrer et qui s'ouvre sur un autre truc après. Ouais. Il l'a fait souvent dans ses scénarios et réalisations, là, l'espèce de oups, je vous amène un peu ailleurs que ce que vous pensiez. Ouais. Puis c'est vraiment, moi ce que j'aimais justement, c'est ça, c'est un peu il y a beaucoup de couches là, au thème, mais c'est l'idée un peu la jeunesse, l'innocence de la jeunesse, mais qui va se confronter au monde et qui va, toute cette innocence-là va s'effondrer littéralement dans le film. Ça se passe pas très bien sur leur petite île paradisiaque. Non. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, ça s'est pas bien passé parce que c'est devenu une attraction. Tu sais, c'était comme. Côté environnement, ce film-là, on peut pas dire qu'il a aidé. Là. Non. Parce que je sais pas si c'est ça que tu allais dire, mais ils ont comme. Pour pouvoir améliorer la plage, pour la rendre encore plus paradisiaque, tu sais, ils ont loadé du sable, ils ont posé des trucs artificiels. Ça a vraiment ennuyé, puis ils ont été poursuivis, là, la compagnie de prod. Ouais, puis après aussi, il y a eu beaucoup de tourisme dans ce coin-là. Ouais, la Thaïlande était fâchée. Puis, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un autre problème. mais ce sont des super bons personnages aussi. On a Robert Carlyle qui revient, qui était dans Trainspotting, là, qui fait un petit rôle. Mais il revient souvent dans le film. Il revient comme un leitmotiv, en fait. Mais... Et ça nous amène à parler d'Apocalypse Now aussi, parce que je veux dire... Ben, c'est là que je m'en vais. Je sais bien. Grosse parenthèse pour en revenir. Ben, on dirait que ma première écoute de l'an passé, ça m'était pas sauté aux yeux. Ouais. Mais là, quand j'ai appris cette information-là et que là, j'ai réécouté, rechecké, là, j'ai fait, c'est quand même un gros moment. Puis en plus, c'est tout de l'ordre de l'hallucination. L'hallucination. Fait que c'est le seul fun. dans la forêt, il commence à devenir fou. C'est un peu son propre monde. C'est un peu, tu sais, Martin Sheen dans Apocalypse Now. On a quasiment un Martin Sheen, Brando, là. Il hallucine Carlyle, puis ils veulent tout péter dans la forêt, puis ils imaginent des guns. Puis, je pense que c'est mon moment préféré du film. Ce bout-là, tu le revois, tu fais ben oui. Puis le pire, c'est que parce que là, je l'ai réécouté vraiment parce que ça fait tellement longtemps. Puis là,
c'est ça, quand arrive cette séquence-là, le film était un peu flou. Quand j'arrive là, le bout qui est seul en forêt, qui hallucine, j'étais comme, mon Dieu, Apocalypse Now. Puis c'est après que j'ai vu les entrevues. Okay, là, j'étais comme, ah ben oui, c'est ça. C'est son film préféré. Puis il a réussi à le passer dans un film avec DiCaprio. Mais ouais, non, mais encore là, mais je peux comprendre, c'est ça, c'est un film qui est comme pas clair, tu sais, dans le sens, comment dire, grand public. Je dis pas ça de manière, c'est compliqué, mais tu sais, c'est comme, faut que tu te laisses emporter dans tout ça. T'es comme, OK, de la musique de Moby, c'est une plage. Ça, c'est bon. Ben, j'adore Moby, j'adore cette tune-là, mais ça fit tellement quand Porcelain embarque sur la plage. C'est ça. Je me rappelais pas, mais je me rappelais déjà pas après un an, mais la scène de jeu vidéo, elle a... c'est magique, ça. Non, mais c'est ça. Il est pas grave. Faut tout le temps qu'il y ait des éléments très... soit du surréel, du rêve, du truc. Puis là, on est encore là-dedans, le mouvement perpétuel de Danny Boy. Après ça, en 2002, 28 Days Later. Ça, là. Encore Alex Garland. Ouais. Là, c'est un scénario, c'est pas tiré d'un de ses romans. Fait que je pense que c'est le premier scénario qu'il écrivait avec Cillian Murphy, Brendan Gleeson, entre autres, qu'on connaît plus. Et moi, ça faisait longtemps. Je comprenais pas en ma réécoute. Puis là, j'ai lu après, mais la qualité d'image, là, au début, que ça me... Tu sais, ça a bien mal vieilli. C'est quoi la version j'ai pogné? Je me rappelais pas que c'était comme ça, tu sais. Filmé en digital, faut dire. Mini DV, Mini DV. Volontairement, pour donner un espèce de look à post-apocalyptique, journaliste. Là, volontairement, oui, non. Mais il y avait un micro-budget aussi. Ouais. Justement, parce que The Beach avait pas tant bien marché. Parce que les producteurs, vu qu'ils avaient pitché DiCaprio là-dedans, avaient bien espoir d'aller chercher le milliard comme Titanic. Là. Non. Peut-être pas. mais ça n'avait pas tant marché. Fait que là, il s'est retourné de bord. Ils ont eu ça. Petit budget, ce qui est souvent attaché à des films d'horreur aussi, des plus petits budgets. Fait que je pense, et là est devenu un peu l'idée de la mini-DV, mais ça fonctionnait dans l'idée très crue de la patente. C'est aussi qu'il filmait beaucoup dans des lieux, mettons, de ville, surtout au début du film, où c'est vide. Oui, à Londres, centre-ville de Londres. Fait que là, t'es obligé de shooter ça le matin super tôt, puis là, t'as des barrages policiers. Ils bloquaient les rues. Faut que tu te dépêches à filmer, là. Fait que si t'as une mini-DV, c'est bien plus rapide que de monter un gros kit. Il y en avait plusieurs. Oui, je sais, c'est ça. Puis il faisait courir, fait qu'on a plein d'angles. Ouais. Mais c'est pas mal one take, là. Il dit le bout qu'on le voit traverser le pont, mais il y a plein de... Ça revient souvent. Ouais. C'est une fois, il y avait comme 10 caméras. C'est ça. Ils ont coupé là-dedans, puis... Mais ouais, à l'époque, je me rappelle, moi je l'ai vu quand c'est sorti, parce que là, moi j'avais vu The Beach, fait que là, j'étais déjà comme, OK, Danny Boy, puis là, je suis comme parti, puis là, 28 jours comme ça, on était ados, parfait moment. Moi, j'ai capoté sur 28 jours de par son mouvement. Tu sais, le fait qu'il est très rapide, là, mais avec l'horreur, on dirait que c'est comme... les zombies sont... C'est pas des zombies. Non, c'est des infectés. Des infectés. Parce que là, tu vas en fâcher, là. Les zombies, ça court pas. OK, c'est vrai. Ouais, non, c'est ça. Eux autres sont ultra rapides, saccadés, sont infectés. Ils sont durs à tuer aussi. Oui, très durs. Les zombies, c'est facile à tuer, non? Ouais, faut que tu attaques le cerveau. J'en ai pas écouté beaucoup de films de zombies. Mais ça leur lançait un peu la mode aussi. Veux pas. Après ça, tu as eu des Shaun of the Dead, Dawn of the Dead qui a été repris. Ouais, c'est ça. Puis là, j'en oublie, mais Zombieland et tout ça. Là. Ouais, ça a découlé pendant des années. Ouais, mais il y en avait pas. Il y en avait plus. Vraiment, ouais, c'est ça. Mais ouais, le mini-DV a peut-être mal vieilli, évidemment. Mais à l'époque, ça m'avait pas autant gossé qu'aujourd'hui, mettons. Je trouve ça dommage pour aujourd'hui, effectivement. On dirait pour la postériorité du film, on dirait que... Pas que je veux une image léchée, là, non. Mais d'avoir peut-être une meilleure qualité, ça aiderait peut-être une réécoute, parce que surtout qu'on est habitué à avoir juste des top qualité. Là. Ouais. Peut-être qu'à l'époque, là, ça passait mieux. Là, puis, Mais ça ajoute quelque chose de cru. Ouais. Tu sens que, puis vu que c'est des caméras tout petites, très légères, là, il y a quelque chose dans son mouvement qui est sale, qui est comme... il y a tout le temps ces mouvements très rapides, ces affaires, mais comme là, mais ça devient quelque chose d'encore plus viscéral que ça, l'histoire est tellement forte, les acteurs, le montage, le son, ça fait que même si je pense que l'image de mini-DV, c'est comme, t'arrives là-dedans et t'es comme, mon Dieu, t'es stressé, là, tu sais. Ouais. Je me rappelle encore, tu sais,
il sort de l'hôpital au début, puis il va dans l'église. Le premier moment... Là, moi, je me rappelais de ça, le curé, le premier curé, que tu vois infecté vraiment. Là. Seigneur, j'ai réécouté, j'ai encore eu un espèce de... Il y a quelque chose là, comme... Moi, je pense que c'est le genre qui m'attire moins. Fait que je peux pas dire ça, c'est mon préféré, mais j'ai vraiment aimé, effectivement. Puis, mais en même temps, oui, horreur, mais tu sais, c'est comme un film d'action, là, ou je sais pas, appelle ça comme tu veux, mais c'est pas tant horreur, là. Non, ben puis c'est à cause des infectés. Des infectés, mais tu sais, c'est que... mais c'est horreur, c'est vraiment stressant, angoissant. Ouais. Tu te sens pris, tu te sens dans une espèce de truc, mais c'est encore là du Alex Garland de comme les infectés, mais qu'à la fin, ça va, puis ça devient autre chose. Là, on est comme putain stressé des infectés, il y a peut-être autre chose qui est une menace. C'est ça, c'est pas réduit uniquement à ça. C'est plus que ça. Mais je sais pas si tu avais vu ce fact-là. Je l'ai pas lu dans une entrevue quelconque qui parlait de 28 jours après. Puis que la majorité des infectés, là, à part quand c'est des personnages qui se transforment, il avait engagé, il disait, il y avait comme une agence de placement, mais qui s'occupait d'anciens athlètes professionnels ou amateurs. Puis ils ont pris eux parce qu'ils se disaient, quand on va les lâcher lousse, c'est sûr qu'ils sont plus en forme que Cillian Murphy. Fait que tu vas sentir qu'ils ont de l'endurance, puis du stamina, puis de la vitesse. Là. On va le voir à la caméra, puis tu le sens. Tu sais, quand il court, là, tu le vois, souvent, il rattrape les acteurs, puis tu fais comme « Oh shit, OK, c'est pas le... ça va pas bien. » là. Non. Mais c'est ça, c'est principalement, c'était des anciens athlètes. Ils ont dit, c'est vrai, c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça, parce que ça marche, ça aide. T'as juste besoin de court. Court, tu vas faire peur à tout le monde avec ça. On poursuit. Côté science-fiction, avec Sunshine. 2007. Oui. Donc, Cillian Murphy qui est toujours là. Là, un gros casting quand même. Chris Evans. Captain America est là. Captain America est là. Rose Byrne, quand même connu. Et qui est vraiment... Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment bon. Ça a passé dans le beurre tellement, là, ça, je comprends pas. C'est un amalgame de plein d'affaires, là. Mais mettons, on sent Alien là-dedans, évidemment. 2001, au-dessus de l'espace aussi, pour parce que ça prend son temps, la poésie aussi, à travers il y a beaucoup de philosophie. Oui, la philosophie plus. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que j'aime. C'était de ça que je parlais quand il dit que c'est le fun de dire je fais un sci-fi, c'est que là, il faut que je rentre dans cet univers-là, puis j'étudie. Puis tu sais, il dit des sci-fi, il n'a pas eu des millions. Puis il dit, on a souvent, mais tu sais, il dit, si c'est pas une fantaisie, tu sais, Star Wars, tout ça, enlève ça, ben on est comme dans tout le temps les mêmes genres d'histoires, tu sais. Puis tu sais, il dit, les clichés, on y échappe pas, là. On reçoit un message, tu sais, d'un autre vaisseau. Quelqu'un qui meurt dans la gang. C'est ça. Puis tu sais, on y échappe pas, mais le film est plus que ça. Ce que j'aimais, tu sais, c'est tout le côté philosophique de, bon, t'as une équipe qui s'en va lancer une bombe méga atomique dans le soleil en l'espoir de le repartir, de recréer une étoile dans l'étoile. 2050, là. Oui, c'est ça, parce que le soleil est en train de mourir. Mais ce que j'aimais, c'est que tout le long, ben, t'as comme des discussions un peu philosophiques, éthiques. Tu sais, puis ça rejoint, ce film-là, il rejoint beaucoup le côté religieux de Danny Boyle qui pousse pas. Ben, c'est comme si le soleil, c'était Dieu. C'est ça, il y a quelque chose avec ça. Tu as le personnage qui veut tout le temps aller le regarder, puis le voir. Obnubilé par tout ça. C'est un film qui est très beau visuellement. On contemple un peu. Beaucoup de contemplation, mais tu sais, parce que ça reste, c'est quoi? C'est une équipe qui le film, il commence, sont déjà partis. Il faut dire aussi que quelques années avant, il y avait une gang qui était allée, puis on a perdu le signal. Oui, parce que je ne sais plus quand il passe quel mercure ou je ne sais plus quel. C'est dur d'avoir des transmissions. En tout cas, fait que là, ils sont comme dans un voile sans transmission. Oui. Mais c'est qu'ils sont déjà partis. On flotte vers là-bas, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de contemplatif. On attend d'aller vers le soleil. Fait que c'est comme... Tu peux pas faire autre chose. Puis, tu sais, c'est drôle parce que justement, il disait, tu sais, ben justement, il n'y a pas tant d'histoire dans l'espace qui est pas, tu sais, si t'enlèves tout ça. Fait qu'il dit, tu sais, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu te frappes à Kubrick puis 2001, tu sais. Ouais. Solaris aussi, il faut mentionner, là, qui a été pour lui une inspiration. Là. Aussi, là, mais tu sais, c'est que 2001 va revenir tout le temps dès qu'on fait quelque chose dans l'espace. Puis que là, ben, t'as comme l'intelligence artificielle qui parle. 2001.
Mais tout le monde le fait, même parce que tu te dis, ben, si tu as la technologie pour te rendre là, en tout cas, tu vas avoir certaines technologies. Fait que c'est comme si Kubrick a comme. Puis lui, une affaire que Danny Boyle, parce que ça revient avec le mouvement, là, c'est qu'il n'aime pas de Kubrick. Puis il dit, c'est correct qu'il a fait ça, mais il dit, quand tu as comme un vaisseau ou un truc qui est en orbite, il dit Kubrick, là, il a tout filmé lent, puis la musique, très classique, puis ça flotte. Mais il dit, dans la vraie vie, ça avance vite. Mais là, on est comme pogné. Il dit, j'étais pogné à le faire à la vitesse Kubrick, parce que ce qui faisait chier Danny Boyle. Mais il dit, si je le faisais vite, là, il a pointé le public, parce qu'il y a un public en vrai, mais vous auriez trouvé ça que moi, je n'ai pas fait de la bonne affaire, quand que ça aurait été la vraie affaire. C'est l'idée qu'on se fait de l'espace, parce qu'il n'y a pas de point de repère, fait que ça flotte, mais c'est comme, en tout cas, lui, ça le faisait chier parce qu'il aime ça que ça aille vite. Mais encore là, moi, ce qui m'a fait capoter, puis encore là, Alex Garland au scénario, mais film de science-fiction peut m'amener, je classe sa pète de côté, puis c'est quasiment un film d'horreur. Ah oui, il est un vrai méchant, là, un monstre. Comme, what the fuck? C'est stressant, là, la dernière demi-heure, je me rappelle plus le timing. Mon Dieu, que ça pète, là, puis t'es juste comme, what? OK, ça fait 1h30 qu'on parle, c'est-tu correct ce qu'on fait? Puis là, à la fin, c'est plus ça. Puis t'es juste comme, OK, c'est magique. Moi, je trouvais ça... Il y a une bonne tension quand ils passent d'un Icarus à l'autre, là, c'est les vaisseaux. Là. Tu sais, puis qu'ils ont pas... Ils sont trop... En tout cas, ils sont plusieurs à travers. Puis ils ont juste un suit, là. C'est comme, oh mon Dieu! Ça n'a pas de sens. Le stress. Puis visuellement, tellement bien montré, là. Ouais. Les shots qui sont à l'extérieur du vaisseau, là, my God, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est là. Vraiment beau. Moi, je pense que c'est mon préféré de lui. Ben, je les aime tous. Ouais, c'est ça. Moi, je vais dire Trainspotting encore, là, mais... Ouais, mais tu sais, Trainspotting, il reste... Ouais, c'est ça. Mais lui m'a fait capoter parce qu'il est sorti de nulle part. Personne n'en parlait. Il n'a pas levé. Il n'y a personne qui est allé voir ça. Fait que quand j'étais allé, j'avais... Autre que je suis comme... Ben, j'adore Danny Boyle. C'est le scénariste de l'autre. Ils font un sci-fi, OK, mais de me faire péter ça dans la face, j'étais comme... Wow, OK, c'est un méchant... C'est un méchant bon divertissement, mais qui a une profondeur... sur les thèmes vraiment intéressants. Tout le côté éthique, tout le côté, OK, ça pète, mais justement, le bout avec le saut, puis ils font, c'est lui qui va dedans, puis l'autre qui, comme il veut sauver sa vie, je suis le capitaine. Ouais. Fait que non, mais sauf que lui, c'est le seul. Puis c'est comme ils ont des discussions éthiques très rapides parce qu'il faut que ça se passe là. Ouais, c'est ça. Puis l'autre qui décide, garde, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui ne pourra pas traverser. Puis il va être obligé, il faut qu'il enclenche une affaire. Fait que c'est sûr qu'il meurt, tu sais. Puis il se sacrifie, genre, super rapide en disant, garde, c'est correct, tu sais, pour le bien de la mission. Puis il y a quelque chose de beau, puis ça va avec le personnage aussi, là. Qui a été établi dans le début du film. Et c'est aussi que tous les personnages ils ont leur importance aussi, ils ont tout leur rôle. Puis le design du vaisseau intérieur, tu sais, le côté botanique, là, c'est beau, ça. C'est magique. Quand ça pète, c'est encore plus beau aussi, parce que pour d'autres raisons, mais tu sais, c'est magistral. C'est ça. Et un fait aussi que je trouvais intéressant, je sais pas si c'était l'idée de Boyle, mais il a comme fait écouter à tout le casting le film Le salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot. Puis moi, j'ai vu ce film-là il y a longtemps, mais revu dans la dernière année. C'est un film français avec Yves Montand, qui n'a pas rapport avec l'espace, mais pas du tout. Là, c'est juste des gars qui transportent la nitroglycérine d'une place à l'autre. Puis il faut vraiment pas qu'il arrive quoi que ce soit parce qu'ils peuvent exploser. T'es sur le gros stress. Là. Fait que je pense que c'est intéressant aussi de savoir ça comme quand tu mets ça en perspective de « Regarde, je veux que vous ayez en tête de tout le temps être stressé ». Quelque chose va péter, quelque chose va pas marcher, peu importe. Là. Ça reste qu'il se balance dans l'espace avec une bombe atomique. Ben, c'est ça. Il y a un grand lien aussi à faire dans le fond. Et puis, parce qu'on a peut-être escamoté, mais je pense que lui, c'est un bon moment de juste mentionner, c'est un peu les thèmes, parce que ça revient souvent dans son... Même s'il change de style, il y a tout le temps un espèce de positivisme. Même si, comme on dirait qu'il il aime ça voir des gens traverser l'adversité totale. Mais c'est final, sans être des feel-good, il y a tout le temps une espèce de pointe de positivisme. Des fois plus, ça dépend des films, mais il y a tu vois qu'il y a une espèce d'espoir dans l'humain brisé, que ce soit Trainspotting, mais ils ne sont pas tout le monde brisés, mais tu sais, de surmonter tout ce qu'ils ont à surmonter dans Sunshine pour sauver l'humanité. Mais il y a tout le temps comme...
on dirait qu'il y a la foi en l'humain. Il y a quelque chose de tout le temps positif. J'ai repensé à la fin de 28 jours après. 28 jours après, c'est flagrant, c'est beau. Là. Ouais, c'est ça. Il y a tout le temps quelque chose. Puis tous ces films, en tout cas, j'ai pas vu Millions, mais ils ont tous quelque chose de beau à la fin, ou d'apaisant, ou une lueur d'espoir sans être nécessairement une résolution complète. Là. Ça fit avec... puis là, on a sauté des films, comme tu dis, Millions, j'avais oublié, mais ouais, c'est mineur. C'est un film familial, là, plus enfant. C'est sur Disney+, là, si vous voulez le voir. Là. Pour vrai, c'est pour tous âges. Là, c'est correct. Mais avec ce que tu viens de dire, 127 heures, tu parles d'un obstacle, de la surmonter. Ouais. Un fait vécu, on savait la fin aussi avant de le voir. Parce que le gars, il a écrit lui-même le livre, fait qu'on sait qu'il a survécu. C'est parce qu'il faut quand même que tu sois au courant de l'histoire. C'est pas comme si c'était un fait historique non plus. D'ailleurs, en partant, c'est quand même marqué, en gros, basé sur le livre, écrit par lui. Ouais. Fait que tu catches assez vite. Mais c'est pas là-dessus. C'est que Danny Boyle, c'est le réalisateur du mouvement. Ouais. Et puis là, il s'en va prendre un film d'un gars qui a le bras pris pendant tout le film. Qu'est-ce qu'il va faire pendant 1 an et demi, 2 heures? Puis, c'est ça. Danny Boyle, il a trouvé le moyen, comme il trouve toujours le moyen, parce qu'il cadre le côté, le rêve, Ouais, c'est ça. Il amène tout son arsenal au gars qui est pris, mais il est comme... Il va halluciner, il va avoir des flashbacks, juste pour dynamiser ça un peu. Puis le début commence tellement dynamique, on dirait qu'il a voulu tellement en donner parce qu'il savait que plus tard, ça allait ralentir. Les split screens, la musique, là, c'est comme, il a tout mis, on dirait qu'il est revenu un peu en mode Trainspotting. Là. Ouais. On va tout les donner, tous les effets visuels possibles sont ultra condensés, mais c'est super rythmé, c'est vraiment bien monté, un bon début de film. Je suis pas le plus grand, je suis pas fan de ce film-là, j'avais aimé, mais sans plus. Mais comme tu dis, chapeau, là, il a relevé le défi de quand même nous entertainer. Moi j'ai vraiment aimé ça. Mais toi, l'avais-tu vu au cinéma? Je pense que oui. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vu au cinéma, j'ai capoté. Je pense qu'il y a 3 personnes qui ont quitté la salle pendant la scène qui se déprend. Pour vrai, j'ai encore de misère à la regarder là, parce que je suis peut-être. Mais il y avait 2 médecins sur le set, hein, puis pour que chaque étape soit le plus fidèle possible, les nerfs, les muscles, et tout, comme quand il essaie de se déprendre. Mais moi, la décharge d'adrénaline quand il sort à la fin, tu sais, c'est fou parce qu'on le sait qu'il sort. Pour moi, c'est un testament d'à quel point Danny Boyle est bon parce que quand même qu'on le sait, quand il sort, puis avec la musique de Sigur Rós, puis il y a quelque chose de grandiose. Moi, c'est une des plus grosses décharges d'adrénaline que j'ai eues dans ma vie. Puis probablement, c'est parce que c'est long aussi, le bout qui se coupe le bras au canif. Là. Puis c'est comme tellement rough que là, quand il sort, même si on le sait, il y a comme quelque chose de libérateur. Puis moi, je suis sorti de là, j'en shakeais. Là. Ah ouais. L'adrénaline m'avait rentré dedans. Là, j'étais comme hyper. Puis là, on est vraiment dans le positivisme de la vie. T'es genre, OK, là. Il montre les images. Il montre les images du vrai dude. Là. Ouais, c'est ça, avec sa famille. C'est ça, tout, qui continue à escalader, puis tout ça, vivre malgré son handicap. T'sais. La pulsion de vie, là. Tu sais, l'espèce de déclic qu'il y a de comme fuck off, je veux vivre, là. Ouais. C'est comme, en tout cas, moi, ça m'a fait capoter. Il y a parmi ses plus beaux plans aussi là, de son cinéma, curieusement, là, mais il réussit à rendre ça vraiment beau. Ouais. Tu sais, des fois, juste, il part de lui qui crie, puis il va lever pour te rendre compte qu'il est dans le fond d'un canyon, puis il n'y a aucune chance. Il joue sur tous les angles possibles. Puis ils ont fait exprès, hein, parce que la majorité est filmée en studio. Oui, j'imagine. Une fois qu'il est pris, là. Puis ils sont arrangés, j'avais vu avec la fille qui a fait les décors. Parce que tu sais, souvent tu dis OK, on fait le canyon, donc il y a 2 murs. Puis il serait arrangé que on peut en reculer un, puis mettre une caméra, puis en fait non. Ouais. C'était construit de même, barré, c'était pas sur roulette. Fait qu'il fallait que ça forçait, c'est pas elle qui a décidé pour Danny, on s'entend, mais tu sais, ça forçait Danny et l'équipe de non, on veut filmer, on est obligé de se foutre dans le trou. T'es obligé d'avoir on va aller se coincer nous autres aussi, puis on va être pris comme lui il est pris, tu sais. Pas au même niveau, mais je veux dire, t'es obligé de rentrer à camp, puis là, t'es 3 autour, puis t'es comme ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, il a voulu comme aller chercher le fil vraiment comme l'ostrophobe de tout ça. Là, moi, ça m'a fait capoter. Mais j'ai sauté une page. Ouais, je sais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait... il me semble qu'il a gagné un Oscar entre les deux.
Me semble. Ouais, j'ai flippé trop vite. Slumdog Millionaire en 2008. Wow. Comme tu l'as dit, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, cinématographie, montage, bande originale, chanson, ça a tout raflé. Ouais. On parle d'un jeune Indien qui est participant à Who Wants to Be a Millionaire. Dans le fond, on voit l'émission à travers une arrestation parce qu'on dirait que c'est pas normal qu'un pauvre comme ça gagne. Pas éduqué. Connaisse toutes ces réponses-là. Ouais. Fait que là, on fait le parallèle entre le déroulement de l'émission et sa vie. Ouais, chaque question est comme un flashback. On revient. Puis c'est fou, c'est-tu son plus gros succès, je pense? Que c'est son plus gros succès box-office. Puis c'est quand même fou parce que c'est un casting indien. T'sais, on n'a pas de référent, puis c'est comme finalement, c'est son film le plus vu, qui rafle tout. Puis après l'avoir vu en entrevue, en reparler, oui, c'est un Britannique qui va là, mais il a pris pratiquement juste une équipe locale. Il a juste amené ses chefs de département. Mm-hmm. Mais parce qu'il était il dit, moi, je veux pas arriver là comme un gars qui débarque puis qui pense qu'il en a tout. Je veux qu'il m'amène dans un spot. Je veux travailler comme Bollywood travaille. Ouais. Mais en faisant pas nécessairement Bollywood, mais il faut que tu ailles le feel un peu quand même de cet endroit-là. Puis encore là, c'est fou parce que c'est beaucoup sur sa réalisation, de trouver des kids qui sont hyper... Ouais, ils sont bons. Bon, tout le monde est bon, mais tu sais, c'est pas un... Il me semble que quand tu faisais ça, c'est l'histoire d'un jeune Indien. Ouais, c'est pas vendeur aux États-Unis, par exemple. C'est peut-être le côté, je sais pas, TV show là, qui est allé plus chercher parce que c'est un show qu'on connaît. Là. Oh, ouais, c'est peut-être ça, là, je sais pas comment l'expliquer. C'est sûr que c'est peut-être la force et la faiblesse en même temps, mais tu sais, la structure du film, des fois, elle peut être lassante de... Comment ça, tu connais cette question-là, cette réponse-là? Ben, puis là, paf, flashback. Fait que c'est beaucoup ça, la mécanique, pendant un bon bout dans le film. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'es comme, Ouais. Mais c'est sûr. Mais je pense que le jeune, ben, surtout quand il est très jeune, le kid qu'ils ont pogné, il est tellement charismatique qu'on a hâte d'y retourner à lui, de suivre dans les rues, puis de découvrir sa réalité. Il y a quelque chose que nous, on est très loin de ça. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Ouais, ben en vrai, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est parce que là, on a comme beaucoup parlé de son style. Fait que je pense qu'on se répète, c'est ça, mais puis le monde l'a vu, ce film-là. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez connu. On s'entend. Donc, on poursuit. Là, on retourne. Il en reste? Ben, il en reste un surtout. On voudrait parler. Steve Jobs en 2015. Ah ben, Seigneur. Je l'avais oublié, lui. Oui. Michael Fassbender, Kate Winslet, Jeff Daniels, Seth Rogen, Michael Stuhlbarg. Bon casting quand même. Très bon casting. Moi, Michael Fassbender, moi aussi, je suis assez vendu. Il pourrait lire le 7 jours, puis je donnerais 20$. Donc, un film sur Steve Jobs, alors qu'il y en avait un qui a été fait quelques années avant, mais que personne n'a vu. C'était quelques années. C'était quand même proche. C'était c'est 3 ans avant. C'était 3 ans. Je pensais que c'était plus proche que ça. Mais 2 ou 3 ans. Parce que je sais que c'est ça, c'est que tu avais Danny Boyle, puis là, c'est Aaron Sorkin qui est un maître du scénario. Maintenant, la réalisation. Si vous n'avez pas vu le film Chicago 7 sur Netflix, c'est quand même très bon. Pas vu. Très bon. Oui. C'est pas son meilleur, mais quand même intéressant. Mais, fait que là, il y avait comme une attente, OK? Le maître du dialogue avec avec ce qu'il avait fait avec Social Network, là aussi. Social Network avant, puis ses shows de télé, Westworld, tout ça. Il y avait, tu sais, Aaron Sorkin fait partie des très peu nombreux scénaristes qui sont connus. Oui. Et de son propre aveu, c'est beaucoup pour la fois qu'il s'est fait arrêter avec de la cocaïne à l'aéroport. Là. Ah, je savais pas ça. Il dit ça à quel talk show. Mais fait que là, tu comme, OK, t'as Danny Boyle qui arrive avec Slumdog, puis tous ses films. Le gars, OK, ils se mettent ensemble. Le gars du dialogue avec le gars du mouvement. Ouais. Les deux gars cool un peu qui affrontent le gars qui s'attaque au mythe cool de la techno. Ouais. Et puis, c'est ça, mais il y a... Fait que ça faisait longtemps qu'ils travaillaient là-dessus parce que justement, leur concept est spécial, en 3 actes, 3 moments, 3 lancements. Fait que c'est pas un biopic normal. Non. Mais là, vu qu'ils l'annonçaient depuis longtemps, tu as l'équipe qui a fait le film avec Ashton Kutcher. Eux autres, ils ont essayé d'en faire un bien vite puis sortir avant. C'est ça. Eux ont fait un truc biopic bien normal. Ouais.
Puis Sorkin, ce qu'il disait, c'est que Steve Jobs, c'est un gars qui pensait en dehors de la boîte, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est un personnage qui polarise beaucoup, mais c'est un gars qui est très sur le marketing, qui pensait différemment, fait qu'il dit il méritait un film différent. OK. Une façon de raconter son histoire différente, donc de là découler tout ça. Là. Très original la manière de le raconter, puis justement ça fait en sorte qu'on tombe pas dans les clichés de biopic non plus, on tombe pas dans du violon. Oui, parce qu'à travers ça, tu réussis à parler de l'homme comme sa carrière, mais aussi avec sa fille, avec les relations humaines aussi. C'est comme un bon compromis pour tout jaser de ça sans que ça devienne trop kitsch ou cliché ou trop classique. Là, c'est ça. Puis là, moi qui déteste les biopics, j'ai adoré ce film-là à cause de ça. Tu sais, Fassbender joue pas la caricature. Il essaie même pas d'imiter, autrement qu'à un moment donné, quand il met les lunettes, le col roulé noir, là, tu fais comme « Ah ouais, je vois un peu ». Au début, il ressemble pas pantoute. Mais il ressemble pas pantoute, puis il essaie pas que ça... Il a jamais essayé que sa voix... Il fait un accent américain, mais il fait pas... il force pas à essayer de parler comme lui, le ton, le débit. C'est plus l'énergie qu'il avait qu'il essaie de représenter. Mais, tu sais, même, je veux dire, Rogan parle comme Rogan. Ouais, c'est ça. Mais, il ressemble, par contre, je pense, là. Bon, c'est ça. Un petit gros avec une barbe. Ils se ressemblent tous, eux autres. Non, il a comme vraiment casté un personnage de Wozniak. Mais il joue comme dans ses comédies. Mais il est bon. Il est bon, il joue bien. Vraiment bon. C'est intéressant parce que c'est chaque truc est quand même espacé, ça dépend. C'est pas tout pareil. Je me rappelle pas des. J'ai des années, en fait, c'est 84-88, on est proche, puis 98. Le dernier acte est vraiment intéressant à cause de ça, je pense. Là. On est vraiment plus tard, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, tout le monde a vieilli, puis il y a comme. Parfois, il y a une réconciliation aussi, beaucoup avec. Alors que le deuxième acte, on était plus en confrontation avec Jeff Daniels, avec Rogan. Narrativement, là, c'est vraiment le fun. Puis, au niveau du style, il a changé de caméra pour chaque acte. Ça, je ne l'avais pas remarqué sur mon écran de 17 pouces. Là. Peut-être qu'en cinéma, je l'aurais plus vu, mais c'est vraiment intéressant. Ouais. Au cinéma, ça apparaissait beaucoup parce qu'on passe du 16 mm au 35 et au digital quand on arrive à 98. Ça, j'ai trouvé ça une très belle idée. Là. Encore là, tu fais comme, c'est 3 actes dans des lieux, c'est comme c'est avant le lancement, fait qu'on est souvent en backstage, la préparation, et là, il va sur stage et tout ça, mais tu te dis, comment qu'il va se placer? Mais tu sais, Danny Boyle, il trouve tout le temps le moyen de bouger sa caméra. C'est pas le film qui bouge le plus. Non, c'est son plus stable, mais je veux dire, il réussit à rendre ça tout le temps comme... Puis, un autre truc, on va peut-être le parler là parce qu'on n'a pas parlé pantoute. Là. Oui, je sais ce que ça veut dire. Vas-y. Dutch Angle? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. On n'a pas parlé pantoute, Seigneur. Ça fait une heure qu'on jase, puis on n'a pas parlé de ça. Le Dutch Angle. Raconte-le, parce que pourrait... Dutch Angle, c'est vraiment juste l'idée de ne pas mettre perpendiculaire ta shot. Souvent, mettons que tu traces une ligne là, dans ton écran. Bien droite horizontale, mais lui, il va souvent être un peu genre comme ça. Un petit peu décalé, de plus ou moins. Je te dirais Sunshine, c'est lui qui s'amuse en tabarouette parce que vu qu'il a l'effet comme gravitationnel, des fois, il s'amuse d'être complètement de côté. 28 jours après, il fait plus ou moins. Trainspotting, il fait pas mal aussi. Trainspotting fait beaucoup. Avec l'héroïne, là, plus il est dans un bad trip, plus le Dutch langue va être comme. Il va être bien prononcé. Il joue avec ça. Fait qu'il le fait encore là-dedans. Là. C'est sa manière de donner du dynamisme à tout ça sans le. Puis c'est weird, parce que ça peut être bizarre, le Dutch Angle, mais il l'utilise tout le temps, puis finalement, ça passe tout le temps bien. Je sais pas, il y a comme une façon de le faire qui est comme, que j'arrive pas à expliquer. Des fois, c'est parce qu'il est tellement pas tant prononcé que ça fait un effet inconscient peut-être chez le spectateur. Il veut aller, je sais pas, un inconfort ou un principe de dominance d'un personnage à l'autre parce que lui, il va être plus haut que l'autre. Mais tu t'en rends pas nécessairement compte. Tu veux juste enregistrer l'information qu'il essaie de te transmettre, mais sans faire « Hey, shit, c'est bien croche. » C'est ça. Mais il y a peut-être aussi des fois que dans la plupart de ces films, les montages est quand même tight, rapide, puis on se fait balancer beaucoup d'infos. Fait qu'on n'est pas en train de faire hey, c'est bizarre, genre, il est comme de même. Je sais pas, mais il jouait là-dessus. C'est sûr que c'est son film le plus
Le plus assis, là. Mais il y a des belles idées pour, tu sais, à un moment donné, il y a une projection sur le mur, là. Tu sais, Kate Winslet puis Fassbender, ils se parlent dans un corridor. Puis tout le mur qui est blanc, il y a comme, mettons, tu vois une fusée, c'est comme si c'était devenu un écran. Ça marche, c'est hot, là. Ou quand il parle avec Jeff Daniels backstage dans le premier acte, je pense qu'il y a aussi une projection sur le rideau, je suis pas sûr, où il y a des gros titres qui apparaissent, là. Tu sais, il met souvent des supers, là, qu'on appelle dans le domaine, là, mais un titrage, mais c'est comme ça fait partie du film. Tu fais pas comme, il y a quelque chose d'écrit. C'est comme si c'était un accessoire de décor. Mais c'est ça, je voulais dire. C'est ça, c'est qu'il n'est pas dans le mouvement comme ces autres, mais il réussit à, OK, qu'est-ce que je peux pas. C'est où ma limite? Okay, je vais être plus calme, mais je vais te passer des affaires pareilles parce que c'est. Ça va me démarquer visuellement quand même. Ça va faire quelque chose. Fait que je pense qu'après Jobs puis 127 heures, il n'y a comme plus rien à prouver dans le. Je vais être capable de créer du mouvement dans le non-mouvement. Je pense que. C'est pas mal ça. C'est sûr que je veux pas terminer non plus avec sur une mauvaise note, là, mais par après, ça c'est pas le dernier film à son actif à date. Il va le planter à. Non, mais il a fait Yesterday. Je l'ai pas vu encore. J'étais juste quand même curieux. Là. C'est un scénario de Richard Curtis. Là. La prémisse, est originale dans un monde où il y a un shutdown mondial et il y a comme une personne qui se rappelle que les Beatles ont existé, donc il va profiter de ça pour monter sa carrière musicale. En gros, c'est ça. OK, c'est une idée de génie. Il y en a qui vont dire, wow, toute une idée. Oui, mais peut-être pas pour un film. Une idée pour un sketch. Un sketch, exactement. Après 10 minutes, on a compris. Un essai littéraire. Peut-être pas pour un film, parce que imagine-toi, peu importe la fin, ça peut juste pas être bon avec un. Mais c'est ça. Mais c'est vrai, exact. Non, je sais. C'est ce que je me disais. C'est pour ça on tombe dans le. Puis c'est ça. Fait que ma grosse déception, c'était du côté de Curtis en me disant, hey boy, son scénario vraiment pas fort. Mais aussi Boyle, dans le sens où, oui, visuellement, c'est esthétiquement beau, coloré, mais c'est pas du Boyle. Mais pas tout ce qu'on a nommé, tout ce qu'on aime de lui, tu sais, le dynamisme, le Dutch angle, le whatever, là, plein la musique, le côté vidéoclip, les split screen, l'utilisation du visuel. Je veux dire, c'est tout pas là. Fait que ça aurait pu être réalisé par n'importe qui. Mais juste en voyant l'annonce, puis c'est peut-être pas pour rien. Moi, j'adore Boyle. Puis ça, j'ai vu l'annonce, puis j'ai fait. Mais parce que tu regardes l'annonce, tu fais comme, mais visuellement, ça a l'air un peu générique. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que c'est sympathique. Mais j'étais comme, whatever. Puis mon cerveau est juste parti ailleurs. C'est ça me ramène à l'espèce d'énigme que Boyle est de faire autant de bons films, mais autant de films qui sont à côté de la track. Il alterne d'un à l'autre. C'est pas comme si son début de carrière était excellent, puis vers la fin, il est plus bon. Non, il l'a prouvé là, il y a 6 ans qu'il est capable de faire encore des super bons films, puis il y en a sûrement d'autres qui s'en viennent de lui. Mais on sait jamais sur quel pied il va rebondir. Là. On l'attend. Ben, moi, je reste quand même curieux de voir qu'il peut y avoir un nouveau Boyle. Là. Ben, c'est ça, mais pour tout ce qu'on a dit, tu sais, je veux dire, il y a eu des flops avant, puis il a fait des bons films après. Tu sais, c'est qu'on dirait qu'il essaye, puis peut-être que là, il a voulu essayer ça, le film plate. Puis là, il l'a fait. Puis il peut le cocher. Je vais être là après. Là. On va voir ce qu'il va faire.